3, 2, 1, c'est parti. Christian Chavathieu, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, je vous en prie. Ça fait donc la deuxième fois que vous venez en Caraïbes, puisque vous aviez été aussi invité au mois d'avril lors des Dystopiales pour un roman assez différent qui était paru chez Nemo, qui s'appelait Mausolée, qui était là un roman de science-fiction post-apocalyptique. Alors là, pour le coup, même si le roman est assez différent, on va y revenir un peu plus tard, mais il y a quand même pas mal de points communs avec l'affaire des vivants, mine de rien. Très bien. Pour vous présenter rapidement à ceux qui ne vous connaissent pas, j'aurais tendance à dire que vous écrivez beaucoup, sous plein de formes différentes. Des romans, des nouvelles, des textes poétiques. Je ne sais pas si vous aimez le terme poésie, je crois que texte poétique. Ouais, texte poétique plutôt que poésie. Je crois que vous avez bien suivi. Ouais, j'ai suivi un petit peu. Théâtre aussi. Théâtre. Scénario de BD, je crois. Ouais. Tous ratés, invendables. D'accord. Il y en a. Et forcément un blog aussi, Oui. sur lequel vous écrivez des très courts textes. Oui, plus ou moins. Il y a des fois, il y a du plus long. En général, c'est du court texte. Oui. Ouais, et puis puis votre actualité effectivement, mais pas mal de textes très très courts et très jolis, enfin très très poétiques aussi. Voilà. Voilà, donc là vous revenez pour l'affaire des vivants, qui paraît aux excellentes éditions Phébus, alors qui n'a donc rien à voir avec de la SF puisque c'est un roman historique qui se passe là entre deux guerres, pas forcément celle qu'on imagine puisque ça démarre sur les derniers feux du Second Empire et que ça a fini au début de la Première Guerre mondiale. Ouais, même la fin. Oui, enfin, course Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Ah oui, la première, oui. Première. La fin de la première. Bon, là c'est un genre très différent de la SF, assez balisé aussi malgré tout. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez abordé le genre historique. Dit autrement, qu'est-ce que vous vous êtes permis, qu'est-ce que vous vous êtes interdit D'abord j'avais fantasmé, alors, pour quelle raison j'en sais rien, mais j'avais fantasmé de pouvoir écrire un roman du 19e siècle sans avoir à me préoccuper de documentation. Voilà, j'avais espéré faire un roman qui aurait la couleur 19e, une espèce de patine comme ça, un peu, je sais pas, Splendeur de Anderson. Enfin, j'avais des modèles cinématographiques en tête plutôt que des modèles littéraires. Et puis au cours de la fabrication du roman, parlons de fabrication parce que là on est vraiment dans l'artisanat, je me suis rendu compte que j'étais constamment confronté à des choses que seule l'histoire peut, à des questions auxquelles seule l'histoire peut répondre. Voilà, comment un homme et une femme se saluent au 19e. Voilà, et ben c'est une question. Et ça, il n'y a que la documentation qui peut y répondre. Du coup, j'ai été obligé de prendre du temps pour la documentation. Et a priori, j'aime pas ça. Mais bon, après, c'est enrichissant, c'est intéressant, c'est passionnant, on apprend des tas de choses. On en laisse l'équivalent de, je sais pas, s'il fallait donner des chiffres, c'est n'importe quoi, mais 10% apparaissent dans le livre. Le reste, c'est quelque chose qu'on n'utilisera pas, c'est pour soi, etc. Ça alimente. Mais voilà, donc pour le genre lui-même, je l'ai dit aussi ailleurs, ce qui me gêne dans l'étiquette roman historique, à laquelle manifestement on est bien obligé de se référer quand on parle d'un livre comme ça, c'est que moi en tant que lecteur, je ne suis pas lecteur de roman historique. C'est pas quelque chose qui me... Je vais pas aller vers le roman historique a priori. En général, les romans historiques me tombent des mains. J'aime pas ça, j'aime pas lire ça. Je trouve en général, c'est souvent pas très bien écrit, où on est vraiment dans les péripéties. Souvent, on a des personnages célèbres. Il y en a assez peu dans notre roman, il y en a quelques-uns qui font voilà, une courte apparition. Voilà. Ouais, mais il y en a assez peu, j'ai évité. On s'aperçoit d'ailleurs, c'est assez amusant, quand on écrit du roman dans un contexte historique, on s'aperçoit on a constamment la possibilité de faire croiser les personnages, vos personnages fictifs, avec un personnage existant, une célébrité, un personnage réel. À tel endroit, j'ai de la doc là qui me permettrait, je vois qu'un tel, ça irait pas mal. Voilà, le photographe Élie Thiollier a mis des
les impressionnistes, etc., photographe pictoraliste, etc. Là, à ce moment-là, il pouvait être là, et pourquoi pas, ça pourrait être... Mais il y a un moment où il faut limiter ça, et puis pour une raison que j'ai un peu, comment dire, une sorte de dogme que je me suis imposé, où il n'était pas question de faire vivre, de me mettre à la place de gens ayant vécu, ou donnant l'impression que telle ou telle personne ayant existé, une célébrité ou autre, puisse penser, parce que écrivain c'est facile, on se met dans la tête du personnage, on lui fait dire ce qu'on veut, et du coup, voilà, Clémenceau, il pensait comme ça. Non. Donc Louise Michel pensait ça. Même quand on croise Louise Michel, c'est un de ces personnages réels qu'on croise. On n'est que spectateur de ce qu'elle dit. On n'est pas dans sa tête. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai limité le nombre un peu par respect pour les gens qui ont vécu. J'imagine, moi, pas pouvoir... je suis pas dans leur tête, je suis incapable de savoir à quoi ils pensaient. Donc, voilà. Et ce que je viens de dire est complètement contradictoire avec le prochain roman pour lequel je suis en train de travailler, voilà, où on va croiser Marie-Antoinette, etc. Et je me mettrai allègrement dans leur tête, mais je trouverai un argument classieux pour dire... D'accord. Voilà. J'adore me mettre dans la tête. Je ne peux pas écrire un roman sans me mettre dans la tête d'un personnage, c'est évident. On vous réinvitera et vous direz pourquoi il est indispensable d'être dans la tête des... D'accord. Est-ce qu'il y a une approche aussi iconographique, peinture et autres d'époque, pour se mettre dans les ambiances? Ah oui, tiens, intéressant. En fait, c'est une période que je connais bien au niveau peinture. Et puis, vous savez peut-être, j'ai travaillé dans un musée pendant quelques années, et puis j'ai fait les beaux-arts. Enfin, voilà, j'aime beaucoup la peinture. J'ai même comme une pièce qui s'appelle Peindre, dont le metteur en scène est ici. Oui, la peinture, je ne suis pas complètement étranger, et la peinture du 19e, ouais, je la possède assez bien. Donc, sans avoir à me documenter, elle était là, quoi. Voilà. Et de toute façon, en général, quand j'écris un roman, j'ai constamment des images qui viennent. Voilà. Je suis assez nourri, notamment de peinture, ou de dessin, gravure, pas mal. Voilà. Donc oui, il y a forcément de l'image. Ouais. Un artiste comme Stijn Lane, un dessinateur, illustrateur, notamment de cet auteur incroyable qui s'appelle Jehan Rictus. Il a illustré Jehan Rictus, Stijn Lane, et voilà. Et je pense que certaines scènes paysannes, certaines scènes ouvrières ont un peu de la patine c'était pas des eaux fortes, des lithos de Stijn Lane. Voilà, certainement. Et la dernière question, sur la forme, on pense forcément aussi aux auteurs de l'époque, du Flaubert, du Maupassant, etc. Vous l'aviez en tête, ça aussi? C'est une espèce d'hommage ou pas? C'est un hommage pas conscient. D'accord. Ou disons demi-conscient. Enfin, en fait, la littérature du 19e siècle, et notamment Victor Hugo, ça a été mon lait. C'est-à-dire que chez mes parents, il n'y avait pas grand-chose au niveau littérature. Vraiment littérature, sinon il y avait pas mal de livres, mais voilà. D'accord. Ce qui pouvait être du ressort de la littérature, c'est pas compliqué, oui, il y avait Victor Hugo, quoi, en gros. Donc j'ai lu assez tôt la légende des siècles, et puis je pense tout ce qui est les grands romans, genre 93, Les Misérables et tout ça, je pense que c'est venu plus tard. Après la légende des siècles, je suis plutôt passé par Maupassant et Flaubert. Alors que Balzac et Zola sont plutôt, moi je les ai abordés par le biais de l'école, et donc très peu en fait. Ouais, très peu. Zola un peu plus que Balzac, que j'aime pas. Voilà, pour tout dire. Moi non plus pour le coup. Mais effectivement, le côté Maupassant et Flaubert, il y a des très belles. Chez Balzac, il y a des pages superbes. Vraiment, parfois, voilà, on tombe sur des pages remarquables. Je sais pas, la dose de caféine devait être suffisante. Il était dedans, ça y est, et et là, c'est évident, c'est magique, etc. Mais c'est, 10 pages par bouquin, quoi. Donc, on la refait, on va la refaire. Non, cette remarque ne me choque pas et j'assume.
Non, et des choses... Je vous rappelle que tout cela est enregistré. Ouais. C'est pour ça que... Nous Non, coupons le montage si je nécessaire. décolle. La carte. Mais du coup, Non, j'aime pas trop, c'est vrai, j'aime pas trop Balzac, enfin, ou plutôt certaines choses de Balzac. Contrairement à... Balzac est plus conservateur. Enfin, il y a des choses, lisez le médecin je me souviens d'une scène, notamment parce que ça je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, un repas chez le médecin de campagne, où il est question des crétins des Alpes. C'est-à-dire que dans les familles où il y a un crétin, à l'époque on ne savait pas que c'était à cause de l'eau, etc. Enfin, je sais plus, après on a pu déterminer de quoi ça venait, mais l'hygiénisme de l'époque, c'est un eugénisme, c'est-à-dire qu'il faut éliminer, il ne faut surtout pas évidemment qu'ils se reproduisent, et puis on élimine les enfants si possible, le plus tôt possible. S'ils ont grandi, on va quand même pas les abattre, donc on les met dans des trucs particuliers. Il faut surtout que, si on peut les stériliser, ce serait mieux. Et puis les parents, si on pouvait les stériliser aussi. Il y a un discours comme ça, et tout le monde autour de la table est bien d'accord avec la sagesse que représente le médecin qui est en train de livrer cette vérité. Pour mettre ça dans un contexte. Tranquillement, il faut le mettre dans un contexte. Cela aussi. Des gens comme Lamartine n'auraient jamais dit ça. Chez Lamartine, on ne trouve pas ça. Lamartine qu'on regarde comme ça un peu avec des pincettes, parce qu'on trouve que c'est le lac, c'est les méditations, etc. Et c'est un homme politique. C'est un homme politique, c'est un des fondateurs de la démocratie, et c'est quelqu'un qui a, par rapport, on s'éloigne du sujet, mais regardez, cherchez chez Zola, même chez Hugo, chez Flaubert, j'ai pas en tête, mais je crois pas, chez Maupassant et tout ça, des passages qui fustigent l'antisémitisme. Aucun. On est d'accord. Chez Lamartine, il y a. Dans un superbe roman en vers qui s'appelle Jocelyn, il y a le curé il y a un village, on digresse la maître, il y a un village qui est à la limite de lapider, de lyncher une famille de pauvres juifs, et le curé du village vient les sauver d'une part et faire honte aux villageois de ce qu'ils sont en train de faire et de ce qu'ils ont osé, voilà. Et c'est voilà, et même chez Hugo, qui est quand même une figure de l'ouverture d'esprit, au moins une certaine période de sa vie, etc. Et tout, on n'a pas ça. Enfin, après, je connais pas tout Hugo, j'ai pas tout. Du capitaine Dreyfus. Oui, voilà, mais bien sûr, non mais d'accord. Mais c'est pas pour les mêmes raisons, c'est un peu comme Jaurès. Oui, Jaurès, au début, Jaurès était très antisémite, comme tous les gens de gauche, de toute façon, à l'époque. Comme beaucoup de gens de l'époque. Et surtout les gens de gauche, parce que c'était les juifs apatrides, le capitalisme mondial. Et donc, par exemple, Guesde, il voulait pas défendre Dreyfus parce que c'était des bourgeois juifs, ça. Et Jaurès avait dit, mais non, mais c'est la justice, c'est des principes de justice. Et je pense que c'est pour ça que Zola a fait ça aussi. Pas par... Oui. Enfin, mais il l'a fait, donc c'est bien. Oui, il l'a fait. Parce que c'était quand même dans un... Du coup, moi, je vais commander Jocelyn, parce que du coup, ça m'intéresse. C'est une sorte de roman, c'est un roman, mais en vers. Merci. Qui a la particularité d'être en vers. En vers C'est encore mieux, alors. C'est une particularité. Je connais pas du tout la nouvelle. Non, mais moi, honnêtement, j'ai un ami précieux, que j'adore, et qui est un passionné de Lamartine, et qui m'a fait découvrir Lamartine, découvrir Lamartine. Faut pas exagérer, je connaissais que le lac. Qui m'a fait découvrir Lamartine, qui m'a mis sous le nez la richesse de... Et moi qui mettais tout... comme beaucoup de gens, on est plutôt hugolien. Et en fait, il m'a montré que Hugo, c'est pas un sous Lamartine, mais il a beaucoup pris à Lamartine. Beaucoup pris. Ferme la parenthèse. Lamartine. Et donc lecture, oui, surtout... moi, surtout Flaubert. Maupassant, Flaubert. Flaubert, je suis vraiment un admirateur de Flaubert, la phrase flaubertienne, même les thèmes, la méchanceté de Flaubert. Dans votre portrait de petit bourgeois, un moment du couple, on retrouve quand même beaucoup de Flaubert, je trouve. Oui. Et après, c'est vrai que Maupassant aussi, il me dit, il épargne personne à ce niveau-là. Mais, mon lait, c'est plutôt Flaubert. Hugo, Flaubert. Et donc, est-ce que c'est un hommage? En fait, je racontais quelque chose dans le 19e, qui se passe au moins 19e, je suis nourri de tout ça, forcément ça rejoint, les deux voix se rejoignent,
Et il y a des échos, y compris dans le verbe et dans la manière des grands auteurs du 19e que j'ai aimés, ouais, forcément. Ouais. D'accord. Alors on va rentrer un peu plus là dans le cœur du roman. Donc l'affaire des vivants, c'est l'histoire de Charlemagne persan, du moins au tout début. Charlemagne persan, c'est au tout début un jeune garçon qui naît dans une famille extrêmement pauvre de paysans, famille illettrée, voilà. A priori pas destiné à devenir quelqu'un d'important, hormis son prénom. Et malgré tout, il a un sens des affaires qui apparaît très très vite. C'est quelqu'un qui a le sens des affaires, qui sait comment se monte une affaire, comment faire de l'argent. Oui, c'est son, voilà. C'est son don en fait. Et grâce à ce don, et malgré son manque de culture, d'éducation, qui ne sait pas forcément lire, voilà, il va s'élever. Petit à petit, il va bâtir son petit empire commercial et il va amener avec lui tout un tas de personnes, sa famille qui va se bâtir, les gens qui vont travailler avec lui. Et on va suivre cette ascension-là, et puis tous les gens ensuite qui vont graviter autour. Ça, c'est un petit peu le cœur, on va dire, au moins le tout début du roman. Je reviens un petit peu sur Mausolée, bizarrement, parce que effectivement, même si les deux romans sont très différents dans la forme, dans le fond, on retrouve dans les deux cas, en tout cas, un personnage assez fort. Dans Mausolée, là, plutôt politique. Dans celui-ci, plutôt un homme d'affaires. Et dans les deux cas, on y trouve un petit peu tout un tas de personnages qui gravitent autour. Cet attrait du pouvoir, comment on réagit vis-à-vis des gens un petit peu charismatiques, ça semble être quand même un thème qui c'est vrai, me plaît beaucoup. C'est vrai, ouais. Il y a, et même on peut remonter à des livres plus anciens, mais que vous ne connaissez pas. C'est pas forcément c'est une chose qui m'a toujours fasciné. Je me suis toujours interrogé sur le dictateur et son entourage. Le majordome, la femme, la maîtresse, enfin, les gens qui sont là tout de suite autour. Pour eux, le dictateur, c'est un brave type, en fait, souvent. Souvent, c'est... Hitler, il adorait ses chiens, il mangeait des légumes, il était... Alors Charlemagne, c'est souvent un brave type. Et Charlemagne... c'est parfois un brave type. Parfois un brave type. Enfin, en tout cas, je me suis dit, dans Mausolée, c'est ça, c'est comment... Quand on a des personnages comme ça, s'ils arrivent à ce niveau-là aussi, c'est parce qu'ils ont une espèce de magnétisme, de charisme, qui fait que à côté, il y a on gravite justement parce qu'il y a cette gravité qui fait qu'on reste autour, on reste proche, parce que c'est fascinant de voir une bête comme ça, quoi. Et c'est toujours quelque chose qui la prochaine pièce, Pasiphae. Il y a le roi Minos et il a sa femme s'appelle Pasiphae, et il y a ce côté, lui c'est un sale type, et il y a le côté répulsion, amour et tout ça de gens qui sont autour. Et c'est vrai que c'est ce type de personnes comme Charlemagne ou effectivement peut-être Pavel dans Mausolée, des types qui ont énormément de charisme et qui tracent leur route, des entrepreneurs, quoi, en gros. C'est des gens que je comprends pas, en fait. Ils me fascinent, mais je sais pas comment ils fonctionnent. J'ai du mal à comprendre, parce que moi je suis dans le spectre opposé, évidemment. Je suis incapable d'entreprendre quoi que ce soit, c'est impossible. Et je me dis, mais comment... voilà. Et ce genre de personnes, en général, traçant leur route, ils entraînent dans leur sillage tout un monde et tout. Et n'empêche que, aussi puissant qu'il soit, aussi incroyable, etc., là aussi, effectivement, on peut faire le parallèle avec Mausolée, j'y avais pas pensé, mais une fois qu'ils disparaissent, la parenthèse se referme. Oui, ils ont été là, ils ont plus ou moins. Plus ou moins facilement, mais oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'affaire des vivants où il y a un propos comme ça sur l'idée que nous, en tant que tels, on n'est peut-être pas si important que ça. Enfin, on est important, mais relativement, finalement, est-ce qu'on est vraiment important intrinsèquement? Est-ce que notre vie est vraiment importante? Et elle n'est peut-être pas tant que ça, mais peut-être en tout cas par les conséquences qu'elles produisent, par ce qui se passe après, il y a, au moins pour les effets qu'elles ont de l'importance. Et Charlemagne, c'est lui finalement, une fois que la parenthèse est refermée, tout ce qu'il a pu construire
c'est même pas un spoil parce que ça fait partie du partie propos, de- on peut le dire. propos, hein. On le sait au début. Non, mais enfin on peut le deviner, ou en tout cas, c'est pas grave de le savoir maintenant. Avant de le lire, c'est pas grave de le savoir. C'est que une fois qu'il a disparu, donc vous saurez qu'il va mourir. Une fois qu'il a disparu, tout ce qu'il a construit et l'assassin, c'est non, Non, tout ce c'est tout juste. ce qu'il a construit disparaît comme par magie, très vite. Et c'est cette idée de que oui, c'est la même idée. Est-ce que notre vie, elle a à faire avec juste la parenthèse qu'on est après, finalement. Qu'est-ce qui fait que peut-être on produit quelque chose? C'est pas tellement ce qu'on construit, voilà, au niveau matériel, etc. Mais c'est plutôt éventuellement les enfants qu'on aura, les œuvres qu'on peut laisser, etc. C'est un peu ce qui se passe pour Charlemagne et peut-être pour le Pavel En tout cas, l'impression que ça de m'a laissé, mausolée. ouais. C'est possible. Ouais. Enfin, oui, je pense que c'est ça. Ouais. Même si pour le coup ils sont un peu construits en Comme décalage, ouais. L'un ouais. en plein, puis ensuite en vide, Ouais. et l'autre plutôt en vide et après Oui, en non. plein, Ouais. de manière un peu D'accord. étonnante. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'avais noté après? Pardon, sûrement je ne saurais pas le faire, mais c'est pas grave. Oui, un deuxième thème, c'est le poids des origines dans le roman. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnages qui essaient de s'échapper de ce qu'ils sont au départ, Ouais. qui arrivent plus ou moins, pas du tout. Enfin, vraiment, c'est un point commun avec beaucoup de personnages du roman. Ouais, c'est vrai. Je l'avais pas vu. Mais pourtant, oui, c'est évident. C'est ce qui m'a frappé en me documentant sur. D'abord, est-ce que c'était dans le projet initial? Je sais pas. Je sais que je voulais parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais parler d'Ernest. Moi, mon personnage, celui que j'avais envie d'explorer, c'était Ernest. C'est celui qui intervient, c'est le fils de Charlemagne, il intervient que dans la deuxième partie. La deuxième partie commence avec la naissance d'Ernest. Et c'était comment Ernest se construit dans une société inégalitaire, violente même. Comment est-ce que quand on n'est pas armé pour ça, on peut trouver sa place, se construire, etc. Pour raconter Ernest, il fallait que je raconte sa genèse, donc j'ai fabriqué Charlemagne, qui est devenu un personnage tellement puissant, tellement fort qu'il a envahi, il a dévoré, Il a un peu mangé la première il partie. a mangé entièrement la première partie, et puis il commençait même à être un peu, voilà, donc Donc j'ai fait disparaître. voilà. Et maintenant, tu vas laisser la place à ton fils. Mais en fait, le problème, c'est ça. J'avais bien en tête ça pour Ernest, c'est comment se sortir, comment exister, comment se placer, comment se situer. Pour les autres personnages, c'était pourtant, effectivement, c'est évident. Charlemagne, c'est tout de suite en fait. Charlemagne, c'est évident, mais effectivement, c'est ça, quoi. C'est se sortir du cadre où on est. En me documentant, puisque là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me documente, donc en me documentant, j'ai réalisé à quel point la société du 19e siècle est une société sclérosée, vraiment verrouillée, mais à un point, parce qu'on en a une idée comme ça. Voilà, je fantasmais ça, donc je pouvais commencer à écrire comme ça. Mais après, quand je me suis documenté pour voir comment ça se passait, la littérature édifiante, notamment pour les jeunes filles, mais Sur c'est le plan social. un matraquage continu Ouais, de sur la le plan social, sur le naissance plan sexuel, sur le jusqu'à plan tout, ouais, tous tout. les plans. Par exemple, la comtesse de Ségur, ce genre de choses. Par exemple. Oui, Ouais. mais à la limite ça c'est encore oui, la comtesse de Par Ségur. Mais si avec ça, C'est presque gentil, ouais. oui c'est vrai. Ah non, Il y avait J'avais tout. pas compris. Non, Mais mais littérature presque, par rapport à- édifiante, ouais. c'est-à-dire c'était les petits livres qu'on trouvait Ouais, dans c'est les. ça. Vous pouvez en trouver hein, dans les maisons, dans les familles, etc. où il y a encore des bibliothèques où des exemplaires Ouais. restent des arrière-grands-parents. On trouve encore ces livres-là. J'ai pas de titre en tête, mais d'abord il y a une gravure de petite fille sur la couverture, et alors ça peut être présenté, il y a plusieurs manières, mais des fois c'est présenté sous une sorte d'éphéméride. Tel jour, tel jour, tel jour, la vie d'une famille pendant 1 an par exemple. Mais du côté de la petite fille. La petite fille, disons, à partir du moment où elle lit toute seule, disons 7 ans, 8 ans, jusqu'à 13, 14 ans. Après, elle va passer à d'autres choses, tout aussi édifiantes, bien sûr. Mais là, cette phase de littérature-là, je fais beaucoup de gestes, vous avez remarqué. Cette phase de littérature-là, c'est vraiment la petite fille d'abord. Et
on lui assène, on lui fait comprendre qu'elle sera mère un jour, que son seul projet, la seule intelligence qu'elle peut avoir, c'est ça, c'est d'être une mère un jour. Il n'y a pas d'autre projet pour une femme que d'être une mère. Les jeux, évidemment, abondent pour la préparer à ce rôle-là. Dans les écoles, vous savez qu'elles apprennent la cuisine et à broder. Hein, voilà, elles apprennent à préparer les langes, elles apprennent déjà le rôle de mère. Elles sont canalisées comme ça. Donc un matraquage, il commence dès la naissance, jusqu'au moment où elles le seront. Et puis juridiquement. Et juridiquement, Elles bien sont sûr, responsables. elles sont, voilà, il y a tout un, il y a un Elles moment, il y a un votent pas. discours d'une féministe dans Elles votent pas. une réunion, voilà, Mm. elles votent pas. Elles sont, quand elles ont divorcé, normalement, elles n'ont pas le droit, elles disposent pas de l'argent de leur mari. Il y a un tuteur. Je ne sais pas si elles ont. Parce qu'il y a le divorce. Est-ce que le divorce est instauré Oui, passé. bien sûr, oui, il y a le divorce, Oui. ouais. Effectivement, c'est Depuis pas. Napoléon. Oui. Ah, Mais oui, même mais- la révolution, Oui. Napoléon Enfin, Ier. au moins depuis Napoléon. Oui, mais Napoléon avec Non, mais des même la conditions. révolution française. Avec des conditions qui sont différente de celle des hommes. Pour les qui sont hommes, peu favorables pour les femmes. Ah oui, Ah, de bien toute sûr. façon, Oui, oui. il y a rien n'est favorable. Rien n'est Puisque- rien n'est favorable, d'accord. Rien Puisque, n'est favorable. oui, oui. Mais il Mais ça Je me existe. demande si. ouais. mais pour Les, l'adultère, il faut avoir non seulement constaté l'adultère, Pour faute, Témoin, oui. non non, c'est pas ça. Il faut que l'adultère soit avec une femme qui réside, qui réside directement dans le domicile conjugal. Oui, c'est ça. Sinon, ce n'est Voilà. pas une cause d'adultère. C'est ça, exactement. Il faut que ce vraiment- soit Il faut que dans la le maîtresse lieu. soit venue à la maison. Il faut que ça se passe dans le Et lieu. ta maîtresse C'est ça. sous le même toit pour que la femme puisse invoquer Que l'épouse l'adultère. légitime puisse. Ah, d'accord. Si ça se passe à l'hôtel ou ailleurs. C'est pas C'est un pas cas pareil. d'adultère. Par contre, dans le cas contraire, Il n'a pas si souillé madame- les nids sacrés. Je ne suis pas certaine que les filles héritent. Je suis pas certaine qu'elles héritent de leurs parents. Je crois que c'est les fils qui héritent. Si, il y a notamment dans la bourgeoisie, il y a des héritages. Après, évidemment, Il faut c'est qu'elles soient là mariées, on devient assez ouais, c'est un peu compliqué. Il C'est un peu faudrait pointu. vraiment être sûr Ouais, de ouais, ça. ouais. Et puis le 19e, c'est vaste. Ouais. Il y a X lois sur... oui, après Napoléon III, etc. Là, déjà, sous la Révolution française, ça bouge beaucoup. Après, elles sont affinées, retoquées, reprises, etc. Les mouvements politiques du 19e siècle, vous vous souvenez, c'est quand même assez chaotique, complexe. Donc il y a des lois, enfin, tout ça est vraiment compliqué. Il faudrait dire, oui, à tel moment, qu'est-ce Ouais, enfin, le droit de que la loi dit, Le non? droit de la famille est quand même très, Ah, bah oui. très calqué par rapport Ouais. à ce que vous dites sur. Ouais, ouais. Et donc pour se sortir de ce cadre-là, il fallait une énergie et un caractère que je pense que c'est difficile aujourd'hui d'imaginer quelle conviction, quelle force de caractère il fallait pour briser le cadre et passer. Georges Sand. Oui. Georges Sand, oui, je Oui, pensais à ça. Oui, Georges Sand. Ouais. De très rares personnes comme ça. Donc c'est pour ça qu'elles nous hantent l'esprit parce qu'elles sont très peu nombreuses. Quoi. C'est 5 dans le siècle ou quelque chose comme ça. Donc c'est la plupart. Si elles ont un pouvoir domestique, elles peuvent là, dans le cadre, dans le milieu, dans la cellule familiale, avoir un pouvoir, une importance réelle, faire des choix, influer le mari, etc. Sortir en société. Voilà, mais c'est vraiment très. Donc évidemment, beaucoup de personnages du roman essaient de sortir de leur. Mais Alma, par exemple, elle n'en sort pas. Elle a été conçue dès le départ comme Noix Blanche, la figure Noix Blanche qui est celle du 19e, qui est vraiment codifiée, etc. Elle en émerge pas finalement. Elle devient elle gagne une autonomie par les accidents de la vie, Elle sort pas réellement. mais en réalité elle sort pas du cadre. Et Ernest, je suis pas si sûr que ça, il sort pas tellement du cadre non plus. Il comprend à la fin, je pense qu'il dans cette société brutale et inégalitaire, en fait voilà, Charlemagne, par rapport à cette société brutale du 19e siècle, il trouvait une réponse qui est la brutalité. C'est fort, je suis fort, et je brise le truc. Voilà. Lui, il échappe vraiment à sa condition. Il est préparé pour ça d'ailleurs, pratiquement. C'est le projet du grand-père qui a, même dans cette famille pauvre, a réussi à mettre toute... parce qu'il y a toujours des... sous la cheminée, sous des pierres, etc., il y a toujours des sous. Et là, lui, il a brisé le tabou. C'est-à-dire qu'en général, les paysans thésaurisent le peu d'argent à l'époque pour
les cas de coups durs, le grand-père a tout misé, il a acheté le bâtiment où ils sont, c'est-à-dire qu'ils deviennent propriétaires. Il a déjà préparé la venue de son petit-fils. Hein. Son fils à lui est incapable, voilà, le couple de paysans, c'est encore pire que le couple de bourgeois, irrécupérable, c'est pas la peine, ils feront rien jamais de leur vie, donc c'est pas la peine. Le grand-père qui est assez fin, il a préparé la venue de son petit-fils, il a acheté le bâtiment, la ferme leur appartient, c'est une exploitation, ils ne seront plus jamais métayers, c'est déjà une chose. Mais il faut que quelqu'un prenne ça en charge, et donc il y a ce petit-fils qui arrive, déjà premier signe, voilà, première marque pour la destinée, il décide de le prénommer Charlemagne, avec cette idée, sûrement un peu naïve bien sûr, que avec un prénom pareil, son destin sera marqué et que les gens plieront devant lui parce que c'est Charlemagne. Ce prénom-là va déjà marquer son destin. Et effectivement, ça se produit d'une certaine manière. Enfin, oui, ça se produit, même si c'est sûrement pas à cause de ça, mais peut-être que ça joue aussi quand même. Et donc Charlemagne est le seul qui, lui, oui, transforme sa condition. Et Ernest, lui, n'a pas cette puissance de caractère. En plus, il est sous cette espèce de masse opaque qui est son père, qui peut être violente même parfois, et donc comment exister par rapport à ça. En plus, bon, lui est fragile, pusillanime, paresseux, ressemble, il est homosexuel, alors pour ça, donc voilà, il n'est pas homosexuel, mais lui il est homosexuel. À un moment, à une époque où je le rappelle en note, le mot n'existe pas. C'était pénalement réel. Oui, puis on ne sait pas ce que c'est, enfin c'est pas écrit. Jusqu'en c'est 81. ce qu'on disait. 80, 1880 1900. Ah, d'accord. Oui. Oui. Enfin, le terme homosexuel a été. Enfin, il y avait le mot anglais homosexuel et puis le mot allemand homosexuel. Là, on parlait d'inverti encore, non? Alors, et inverti 1894. J'ai vérifié. Attestation 1894. Ça veut dire que dans le milieu bourgeois, je pense que même le mot inverti n'existe pas. Nous, maintenant, avec le recul, on l'utilise et puis on se dit, bah ouais, ça c'est 19e. Mais en fait, même pas. Même pas. C'est sodomite ou pédéraste. Voilà. Et donc, une infraction et bien sûr, donc, passible de la prison. Oui. Sodomite étant plus grave que pédéraste dans l'esprit de l'époque. Ouais. Sodomite, donc là on est on est vers 1890, un siècle avant, deux types à Paris qu'on a surpris en train de s'emmancher gentiment au coin d'une ruelle, finissent sur un bûcher quand même. 1790. Oscar Wilde, à la même Ah, c'est le truc où Anne Hidalgo a levé la plaque cette semaine? Ah, c'est possible. Ah, la rue je savais pas, j'étais Montorgueil, pas la au courant. rue Ah oui, tiens. 750 et quelques, c'est les D'accord. derniers à avoir C'est été au brûlés. 18e et ouais, ils sont passés sur le bûcher. Carrément. Non, parce que c'était des pauvres, si ça avait été des aristos, on leur aurait. c'est pas sûr, je parce sais que Oscar Wilde, par exemple, a fini en prison. Oui, Enfin, c'est un cas il de- a été déchu de toute sa Ça noblesse, n'arrive ses pas, titres de sinon, noblesse. Oui, mais regarde Sade au Angleterre, 18e, c'était il a violent. fait bien pire et Ah oui, on était dans le il a juste 18e. été embastillé. Et puis Oui, mais après, c'était Et autre puis, chose. oui, et puis, C'est un c'était autre aussi époque. parce qu'il avait corrompu un aristocrate. C'était aussi ça qui jouait. Ouais. Bah, en Angleterre, C'était c'était aussi. Enfin, les choses étaient tolérées tant qu'on ne se faisait pas prendre. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Il rendait pas. Il rendait. Voilà, et donc effectivement, Ernest, lui, parvient à trouver, je pense à la fin, il y a l'idée de commisération, des idées finalement très chrétiennes, de pardon, de rédemption, par le pardon, par la gentillesse, par la bienveillance, etc., qui font que Ernest est plusieurs fois successivement confronté à la bienveillance des autres, alors qu'il a été éduqué plutôt dans la brutalité, le mépris, etc. et tout ça, et il est confronté plusieurs fois successivement au pardon et à la bienveillance des autres. Et finalement, alors qu'il est en pleine guerre, quoi, il réalise que c'est finalement pour lui la clé, sa solution, sa façon de se placer. Celle de son père, c'était la brutalité, c'était la violence, et lui, finalement, c'est par, il y a un moment je parle de la puissance qu'on nous caresse, et que c'est par ça peut-être le film, l'adaptation au cinéma, c'est pour bientôt. Le roman se termine sur cette idée, quoi, que ça pourrait presque être le début. Voilà, la fin du bouquin, c'est le début de la vie
finalement un peu tardif, mais c'est le début de la vie d'Ernest. On est dans, alors, il y a un autre aspect assez marrant, je ne sais pas si c'était fait exprès aussi. On est finalement dans des périodes un peu en creux, c'est-à-dire on est entre deux guerres. Malgré tout, on est entre deux guerres, malgré tout, il y a pas mal de côtés politiques dans notre guerre. Dans le sens où on est dans une région où la révolte des Canuts était quelques dizaines d'années avant et ça a quand même influencé pas mal de choses. Donc il y a pas mal de luttes sociales qui commencent à naître dans cet aspect-là. On y croise un petit peu, Louise Michel aussi, donc il y a le spectre de la commune qui se balade par là. Il y a quand même beaucoup de conscience politique qui innerve le roman, mais vous avez plutôt choisi de traiter en creux plutôt qu'en plein, c'est-à-dire par petites scènes qui... Oui, parce que d'abord je suis pas historien et j'aurais eu... ça m'aurait été difficile. Et puis, à la limite, finalement, quand on écrit un roman, on s'adresse à des lecteurs qui ont déjà aussi un petit vécu, un petit background sur la question. Donc, tout ça, c'était pas utile. Ou alors ça m'emmenait vers vers vraiment un livre où j'allais parler de ça. Et en fait non, moi je reste au niveau des personnages. Les personnages sont traversés par les questions de leur époque. La question sociale, la question de, là aussi, encore une fois, de sortir de la misère, en fait, des ouvriers, etc. notamment. C'est quelque chose qui est permanent, quoi. Justement, voilà, encore une fois, en cherchant, en étant dans la documentation, et dans la documentation d'époque de l'endroit où je travaillais, sur l'endroit sur lequel je travaillais, je voyais tout ça. Je voyais, vous parliez de Jules Guesde tout à l'heure, des gens comme ça, Benoît Malon, Louise Michel, bien sûr. Sont là, travaillent cette vie. Flora Tristan, quelques dizaines d'années avant, elle est passée aussi dans les mêmes endroits, elle a déjà préparé un peu le terrain, et tout ça, bon, puis Hugo, etc., tout le monde refouille ce même terreau, et les gens comprennent que c'est pas ils sont pas forcément condamnés, les damnés de la terre, ils sont pas forcément obligés de rester dans cette fange. Ils peuvent s'en sortir. Et donc, par le biais de ces personnages, sans rien calculer, simplement parce que ils sont là et que c'est leur conscience individuelle qui parle. Elle est en écho avec tout ce qui se passe autour, mais c'est leur conscience individuelle. Et quand je vois, par exemple, dans le règlement d'une bibliothèque municipale, que certains livres sont alors, je ne sais pas si on dit interdit vraiment, mais en tout cas les bibliothécaires, là c'est tout en haut, sont prévenus ils voient arriver un ouvrier. Quoi, marche? Non, ça ne me dit rien, non, on ne doit pas voir. Voilà. Donc, mais par contre... C'était vrai, ça, c'est vrai? Oui, j'ai trouvé ça, ouais. Et on n'est pas vanté. Je l'ai trouvé, là aussi, je l'ai trouvé en creux, par le fait que j'ai su que, pour tout dire, c'est la bibliothèque municipale de Roanne. Il y a eu un bibliothécaire qui s'appelait Girardot, qui était anarchiste et qui a eu des ennuis parce qu'il prêtait les bouquins qu'il ne fallait pas. Donc, s'il a eu des ennuis parce qu'il prêtait les bouquins qu'il ne fallait pas, ça veut dire que pour certains, il y a des bouquins qu'il ne fallait pas prêter. Pourquoi la bibliothèque les avait achetés? Pour ceux qui pouvaient le lire. Pour ceux qui avaient le droit. C'est-à-dire que pour les bourgeois qui ne risquaient pas de se rebeller. Voilà, parce que sinon vous semiez la mauvaise graine sur le terreau où il risquait de pousser. Donc pour l'information des bourgeois, c'était bien de savoir où en était la pensée de l'autre côté, mais il valait mieux pas. On luttait contre l'alcoolisme. L'histoire de la semaine anglaise, par exemple. Donc on lutte beaucoup contre l'alcoolisme, parce que c'est vraiment le fléau, quoi. Toute le la fléau de littérature l'époque. de Zola, Voilà. C'est moi. C'est ça. Les ouvriers sont par essence, et les paysans aussi, par essence quasiment alcooliques. génétiquement. Voilà. Quasiment Ils sont génétiquement. Dans la littérature de Zola. Ils sont génétiquement. Ataviquement. Germaine et tout ça, oui, Ouais. ça se transmet, ça se transmet héréditairement. Alors, alcoolisme. Dans tous les ronds macaques, l'alcoolisme. c'est comme ça. Mais c'est ce qui fait dire à un type comme Gérard Mordillac que en fait Zola il n'est pas si socialiste que ça. C'est que pour lui les ouvriers sont condamnés à la misère
de leur fait, parce que c'est des poivreaux, ils s'en sortiront jamais, c'est pas la peine. N'empêche que sans Zola, on n'aura jamais rien su de... Non, Oui, non, mais c'est une ça pensée l'est- plus complexe que ça, moi je trouve. voilà, non, Non, mais non, je répète ce que dit Mordi. Oui, moi je trouve que c'est une pensée plus Voilà. complexe que Je ça. suis pas Il est d'accord. Je suis Non, pas non, d'accord. c'est plus Mais compliqué. voilà, l'autre jour, Parce qu'à l'époque- Mordia est venu pour une conférence, il a dit des choses comme ça. Mm. Il y a eu une rumeur dans le public. Il exagère quand même, c'est pas grave, c'est pas aussi simple que ça. Et je suis bien d'accord. Mais je pense que c'était un peu pour faire réagir sur notre Saint-Zola. Voilà. Et Mais du coup, même en creux, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans cette période-là, socialement, que finalement la Première Guerre mondiale va un petit peu éteindre. Parce qu'on n'en parle pas forcément assez. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Première Guerre mondiale parce que c'est l'anniversaire de la guerre en tant que telle. Mais finalement, il y avait beaucoup de mouvements sociaux juste avant. Il y avait beaucoup de prise de conscience. oui, ça a eu cet effet Et la guerre a un effectivement peu éteint ça, d'un éteignoir. d'un Ouais. éteignoir. Après, il faudra encore du temps pour que ça revienne. Oui, sauf que la guerre de 14 a eu pour effet de faire venir les femmes Alors oui, aux commandes. voilà. Aux commandes sur l'industrie Oui, de industrielle. prouver qu'elles étaient. Ça, qu'elles c'était avaient, l'autre effet, effectivement. de conduire. Enfin, ils commandaient etc. pas, mais oui. Effectivement. ouais, Par contre, ouais, côté homme, j'allais dire, Oui. c'était le moment où il y avait des grèves, où il y avait de la prise de conscience, et où Oui. effectivement la guerre. ce qu'on sent un petit peu. Voilà. Ouais. Mais pareil, c'est plutôt en creux, Plutôt en creux, en filigrane. Ouais. Oui, je pense que c'était pas la peine d'en rajouter là-dessus. Et puis encore une fois, je pense que on allait vers un autre roman en plus que je saurais pas faire. Quoi. Le peu d'éléments qu'il y a est suffisant. Les personnages de Jeanne et Louis, c'est un couple que j'aime bien. Enfin, voilà. Ouais, ça se sent d'ailleurs. Voilà, ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est bien, mais on n'a pas assez de. On aurait bien aimé voir davantage Jeanne et Louis. Eux, ils sont libres. Ils sont libres. Ils bossent à l'usine, etc. Mais là, ils ont. C'est la promesse du siècle qui vient. Quoi. Conscience de classe. Ils ont la conscience de classe. Ouais. Et on sent que les choses ne seront pas comme. Voilà, Jeanne, ce ne sera jamais Alma. Quelque chose qui, avant même d'aller bosser pour fabriquer des obus à l'arrière, il y a déjà des femmes pour qui ça y est, c'est gagné plus ou moins. La conscience est là et elles ne se laisseront pas faire. Ce ne sera pas comme avant, quoi. Mais effectivement, c'est en creux. Et donc, c'est aussi bien. Oui, non, mais c'est pas. C'est un peu d'ailleurs comme les questions sociales, on évoquait l'homosexualité, même si les choses ne se disaient pas à l'époque. La condition féminine avec deux personnages féminins, une prostituée et la femme de Charlemagne. Ça évoque beaucoup de questions de société qui sont pas si éloignées des nôtres aujourd'hui. Oui, les choses on en parlait un petit peu avant, les choses qui ressortent encore aujourd'hui. Oui, en fait, on met en place des personnages et il se trouve que dans un contexte, dans un décor, une période, on met en place des personnages. Quand on écrit un roman, on les côtoie longtemps, on les fréquente. Ce sont des gens qu'on commence à connaître bien à force de vivre avec. Ils prennent de l'épaisseur du caractère, etc. Ils deviennent des identités. Et comme ils sont dans ce contexte, dans ce décor-là, ils sont imprégnés de tout ce qu'on a cueilli et tout. Et forcément, ils se mettent à ressembler un peu aux stéréotypes de l'époque. En tout cas, ils sont traversés les mêmes questions et ils nous emmènent vers ces questionnements-là fatalement, quoi, inévitablement. En creux, en les laissant faire, forcément, ils incarnent quelques questions du temps et qui ressurgissent effectivement aujourd'hui. Quand on voit, notamment sur l'homosexualité, la compréhension qu'il y a autour. Charlemagne, par exemple, considère que c'est une maladie, mais comme beaucoup de gens de l'époque, considère que c'est une maladie, l'homosexualité. Ça ne peut pas être une nature, c'est pas possible. Il y a encore des gens aujourd'hui. Et ça ressort aujourd'hui. Et c'est ce qu'il y a un moment dans les notes, j'en parle. Je dis que quand j'entends à la radio un type qui dit mais vous savez que un scientifique dit que c'est parce que quand c'est quelqu'un qui a mangé trop de viande rouge. Un scientifique ? Le type interviewé à la radio dit que il a lu les travaux d'un scientifique qui a prouvé que c'était parce qu'on mangeait trop de viande rouge. Et ça fait des homosexuels, madame. Et
Et voilà, et on est en 2014, et on se dit, attends, En je suis en France train... C'est en Oui, France. oui, oui, bah, je l'ai Bah, écouté c'était- en français, bien, s'exprimait bien clairement, avec un Mhm. bon, voilà. Et donc du coup, moi je reviens sur mon personnage au 19e, je me dis, mon pauvre Ernest, qui reviendrait aujourd'hui, ce serait pas gagné quand même, quoi. Ouais, c'est ça. C'est effrayant. Sur les prostituées, au moins, voilà, c'est ce que je disais l'autre jour dans une autre rencontre, c'est que elles avaient au moins elles avaient un statut dans la société, une place. Il y a des maisons closes. Il y avait les maisons closes. D'ailleurs, on était très vigilants sur les maisons closes, et pas tellement sur curieusement, c'est un truc qui me surprend, mais je regarde un peu les documents, les procès, et la prostituée, comment on appelait ça d'ailleurs, qui, péripatéticienne, mais c'est pas ça, c'est un nom d'argot qui le. La cocotte. Non, non, ça c'est Nana. Ça. Oui, c'est la Non, qui traîne dans les rues et qui Les aguiche, gagneuses. c'est Vous les savez, gagneuses. René- C'est René les Bonin. gagneuses. Ouais. C'est les gagneuses. Celle-ci, finalement, j'ai l'impression que il n'y en a pas beaucoup. Je pense que la vie est très dangereuse pour elles. Elles ne doivent pas avoir une grande espérance de vie. J'imagine que ça doit être ça le problème. Mais on est très très vigilant sur les maisons closes. Parce que c'est l'institution, et puis en y réfléchissant, là, en parlant, je pense que les gagneuses dans les ruelles, etc., c'est pour le peuple, c'est pour le peuple, le marin de passage, etc. Les Donc autres, il faut faire on s'en attention, fout. faut faire attention Par aux contre, bourgeois. les autres, il y a les bonnes familles le qui y bourgeois. vont, les Ouais, bourgeois faut faire qui y attention vont, aux bourgeois. et donc là, il Il y faut a plein d'indices pour la pas qu'ils tombent police. malades, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a les visites médicales régulières. J'ai illustré un bouquin sur les maisons closes. C'est pour ça que je sais, l'histoire de la prostituée noire, ça vient de là. Et il y a une visite médicale, je crois, hebdomadaire. Chaque semaine, les filles sortaient à la queue leu-leu, comme ça, elles montaient, je parle encore de Rouen, excusez-moi, parce que c'est l'endroit où se passe ce livre que j'ai illustré. Elles remontaient rue du Commerce, tu vois, rue Maréchal Foch. Elle remontait comme ça pour aller chez le médecin passer la visite médicale. Et donc elle passait devant pour faire chier le bourgeois qui les avait un petit peu emmerdés la semaine d'avant. Un petit sourire alors qu'il est au bras de la patronne. Donc le mec, tu connais voilà, là. Sinon elles passent sans, évidemment elles ne veulent pas gêner le client. Et puis elles vont donc une fois par semaine, la petite déambulation, etc. Et dans le règlement du théâtre municipal de Roanne, il y a là où seront les prostituées, elles ont leur lieu prévu, ça c'est le paradis. Il y a un endroit du balcon qui est pour elles, où elles seront là, c'est leur endroit. Donc elles ont une place en fait dans la société. Aujourd'hui, je veux dire, le problème c'est que voilà, on sort, où est-ce qu'elles sont et pour reparler de Roanne, c'est pas que je sois client, mais on n'en voit pas. Toi, je sais pas si tu as eu mais on Oui, n'en c'est voit sur, pas. sur le périph. Oui, mais nous on n'a pas de périph'. C'est sur les Non, périphes je sais ou pas, je- Oui, sur les- dans les endroits dangereux. enfin en tout cas, et Enfin, dans des endroits dangereux. Et les lois de à Sarkozy Paris- notamment ont à fait que Paris, les filles se sont éloignées de plus en plus des points. Il suffit d'aller dans les quartiers, Casano. je veux dire Ah oui. à Saint-Denis et ailleurs, toutes les jeunes femmes qui Ouais, viennent de ouais, Chine, ouais, de ouais. Russie, elles sont là. Belleville, plein de chinoises. Oui, voilà. D'accord. Alors, enfin, on est à Paris. Moi, je On est parle à d'une petite Paris. ville de Ouais, province. Ouais, Et Et vous avez fait des recherches historiques sur justement les prostituées oui, sur la prostitution, il y a de la littérature, il y en Ouais. a, enfin littérature documentaire, je veux dire. Et justement, là, j'ai sorti un document, des études. Il y a toute une histoire de la prostitution. Je ne sais plus chez quel éditeur, notamment au 19e, c'est quand même fantasmatiquement la grande période avec les maisons closes, et on imagine bien, notamment une série sur Canal+, qui reconstitue ça, mais d'une façon complètement bidon. Il y a toujours cette espèce de décorum avec des canapés empire, du bon velours rouge, etc. Moi, les documents que j'ai, c'est beaucoup plus sordide. Ma description d'un bordel dans une ville de province, c'est pas réjouissant, et ça ressemblait à ça, quoi. Ça ressemblait à ça, avec
une porte qui communiquait entre le café et le bordel. Et quand il n'y avait pas de clients, les filles allaient servir au café parce qu'il fallait pas que. Enfin, elles étaient là pour bosser, hein, donc il fallait qu'elles servent. Voilà. Ce qui m'a été reproché, enfin en tout cas on m'a dit, bon il se trouve que j'ai l'histoire d'une prostituée qui tombe amoureuse de son client. Et une amie voilà, qui a pour amie une prostituée m'a dit, elle lui en a parlé, l'autre l'a dit. Et jamais, c'est impossible. Ouais. Ça ne C'est un peut tabou pas. total. On ne peut pas. Voilà. Donc, c'est tant pis, mais ça fait une belle histoire sera quand la même. licence Moi, j'ai scolaire. j'ai un personnage tombe amoureux de cette. Enfin, en fait, c'est plus parce que il se passe quelque chose physiquement. C'est étonnant, mais Ça aussi, c'est pareil, ça ne marche pas. enfin là, Enfin, en j'ai tout pas- cas. J'ai pas l'expérience. Ouais, mais l'expérience. c'est vachement. Non, mais c'est vachement Mais bien enfin, écrit. On y croit carrément. dans ce que j'ai vu, Ouais, je sur comprends. ce que j'ai vu sur tous les documents qu'il y a, C'est un- ouais, documentaires, non, mais on C'est comprend un vieux bien. rêve. C'est- Oui, je pense que c'est un fantasme mais- masculin. Ouais, mais Enfin, c'est pas le mien en tout cas, mais là. c'est pas Non, mais c'est voilà, c'est le genre de choses qui arrive à l'écriture, dans le Oui. fil de l'écriture. Je crois pas, je pense pas que j'avais programmé ça. Simplement, au fil de l'écriture, ils sont ensemble et voilà. Et ça se passe. C'est une découverte pour nous les deux, y compris pour Charlemagne qui réalise qu'on peut avoir du plaisir. Alors que, enfin, c'est bizarre, mais il le réalise à ce moment-là, que dans l'amour physique, on peut avoir du plaisir. Et la prostituée, finalement, peut-être que lui voyant prendre enfin, découvrant le plaisir amoureux, le plaisir physique, pour elle, il se passe une émotion particulière qu'elle n'a pas eue jusque-là, quoi. si. Il y a le rapport d'argent. Moi, Il y a le rapport d'argent qui fausse un peu les choses. Ouais. Ouais, si vous y croyez aussi parce que vous aimez beaucoup vos personnages. Oui, c'est Vous ça. aimez tous vos personnages. Et ouais. En fait, Vous le dites d'ailleurs à un moment. ouais, j'ai du mal à. Vous l'avouez à un moment. Ouais. J'ai toujours, je fantasme toujours d'un. En fait, au début, je veux toujours mettre une crapule, une ordure absolue. Et il y a toujours un moment au fil de l'écriture où Ouais, c'est il ça. a une faille, il y a un moment et tout ça, et je le rachète. Et je trouve finalement, ouais, c'est parce que je les aime, quoi. Alors, il y a un cas, mais bon, vous connaissez pas parce que ce livre, il est peu diffusé, donc je reviens. C'est le premier livre publié qui s'appelle Le baiser de la nourrice, mais sûrement parce que, donc là, ce n'est que des ordures et que des crapules. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Oh, la femme de... Non, mais même Même pas. pas. Même pas. Même pas. Parce que elle, tout ce qu'elle elle a besoin de manger, elle. Donc voilà, c'est une forme de prostitution aussi, et d'un cynisme absolu. Elle devient la marionnette de l'autre quand il veut grimper d'un grade. Et il n'y a que là où il y a un petit dictateur qui a 12 ans, il est dictateur d'un pays entier, en passant. Et là, tous les personnages, j'ai pu réussir, ils sont restés des crapules jusqu'au bout, parce que l'écriture a été très rapide. Enfin, j'ai écrit ça en 3 ou 4 mois, donc j'ai pas eu le temps de les racheter, j'ai pas eu le temps de les aimer, quoi. Celui-là, Voilà. il s'est écrit en combien de temps? L'affaire des vivants? 3 ans, 3 ans. ouais, avec une coupure de 1 an, mais pour un autre livre qui s'appelle, un livre un peu bizarre, une espèce d'essai sur ma ville natale, pour laquelle Roanne, donc. Si vous n'aviez pas compris. Voilà. Mais pour travailler sur ce livre-là, je me suis documenté. J'en avais marre. Enfin voilà, j'ai passé 3 ans à plonger dans la documentation. Et la documentation de Jabet Erwan m'a servi ensuite pour l'affaire des vivants, avec ce petit bonus qui est que j'avais donc laissé l'affaire des vivants pendant 1 an dans un tiroir. Il continuait de travailler dans ma tête, et je l'ai ressorti après et relu avec la distance qu'il faut. C'est idéal. Enfin, je pense que j'essaierai de refaire ça, c'est-à-dire de laisser un roman pendant 1 an. En général, je le laisse pendant 1 semaine, et meilleur plus. Mais là, 1 an en jachère, c'est bien. Parce qu'on a le temps de voyager avec tout ce qu'on a commencé à construire, et on reprend ça vraiment avec des idées neuves, et ça a été très très bénéfique à ce bouquin. Je pense qu'il n'aurait pas été édité sinon, je pense. Ça lui a beaucoup apporté.
Mais bon, c'est pas forcément la vie d'un éditeur. La vie de... D'un éditeur. Oui, oui. Ah oui, oui, parce qu'il faut ça. Oui. Oui, ça dépend. Ouais, Je sais pas. j'ai pas trop la pression. Mais ouais, ils attendent. Tout à l'heure, on y est passé. Alors le prochain. Oui, ça vient. Oui, mais ouais, tu donnes une date, si en décembre 2015, tu dis bon, je vais le mettre dans un tiroir pendant un an. Bon, là, je peux pas. évidemment. Je laisse en jachère, ce sera bien. Je vais le mettre à la cave. Oui, non, là, c'est sûr, je pourrais pas. Ouais. Bon, enfin, entre le temps où il est lu et où on l'édite, il se passe encore du temps. Lecture. Et donc, il y a encore du temps pour le travailler jusqu'au bon à tirer. On peut encore. Et moi, je le bosse jusqu'au bon à tirer. Il y a Et toujours. vous avez justement eu à retravailler des choses une fois que votre éditeur... Oui, vous avez- mais pas beaucoup. Et, enfin, en tout cas, les corrections, les modifications que j'ai faites ont été celles que j'ai voulu faire moi. Pour l'éditeur, lui, ça allait. Bon, après, il y a des corrections, ponctuation orthographique habituelles. Oui, ça, c'est- Mais au niveau du fond, vraiment de la matière littéraire, dramatique, etc., il n'y avait pas de demande de correction. Il y avait juste la réflexion de Lionel Besnier, donc mon éditeur, sur la première version. Chaque fois que j'avais mis « je », chaque fois que j'intervenais, parce que dedans, l'auteur Ouais. intervient. Ah oui. de temps en Vous le faites, temps, vous le faites. ouais. Au début surtout. Il y a- un peu, Il y a ça- 2-3 occurrences, Ouais. 3-4 occurrences Un maximum. petit peu dans Mausolée aussi d'ailleurs, je crois. Et dans Mausolée, c'est pas moi, c'est Cargo. Mais, Ouais, enfin, c'est le Cargo, c'est pas moi. ouais. Mais c'est bon. Ah ouais. Comme il y a une espèce de mise en abîme sur l'écrit, Ouais. forcément, Ouais, j'entends. on peut croire que c'est l'auteur. J'y excuse en tout cas. Et donc là, par contre, là, c'est vraiment moi qui interviens avec le jeu, etc. Mhm. Il y en avait un petit peu plus. Mais sur toutes les occurrences, chaque fois que je parlais moi, l'éditeur m'avait mis non, 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 non. Ça ne se fait pas. Et donc, on a échangé, j'ai envoyé un mail pour expliquer pourquoi, pour moi, c'était important, il fallait que ça y soit. Et c'était pas juste une fantaisie, voilà, c'était un choix, voilà, et pas une petite préciosité comme ça avait du sens. Et donc il a admis mes arguments et voilà. Sinon il me disait bon, Et pourquoi, si on n'est pas d'accord là-dessus. pourquoi du coup ce jeu? Parce que c'était. Moi je voulais sous-entendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas historien. Je connais pas bien. Ben voilà, je me suis documenté, j'ai fait mon boulot au mieux, mais j'ai pas la prétention de dire au 19e siècle on vivait de cette façon-là. Oui, C'est mon 19e siècle. C'est le 19e siècle que je subjectif. suppose, que j'imagine, que je crois. Enfin, j'essaye de le rendre crédible, mais c'est le mien. Et il vient d'ici, du 21e siècle. D'où l'importance du jeu. Voilà. Et voilà, du coup, l'argument lui a semblé pertinent. Elle dit non, mais ok. Donc, Du coup, on peut pas dire que c'est un roman historique. Ah, C'est un roman quoi? voilà. Exact. Alors là, tu lui fais qu'il a plaisir. dit. On C'est peut un pas roman dire que c'est un historique. roman historique, du coup. Voilà, Pas tout à fait. Ouais. effectivement. C'est un témoignage. Vous avez du touché 19e siècle aussi par un exactement auteur pile du poil. XXe. le point C'est que- un roman historique parce qu'il se passe dans une période Oui, de l'histoire. voilà. Voilà, mais C'est pour ça qu'il m'intéressait, parce que c'était historique. Mais après, Ah, c'est voilà, il aussi y a un roman historique. C'est aussi un roman historique. historique, mais c'est en un fait roman qui se passe dans ce que j'ai exprimé l'autre fois. Ici, je crois, il y a la condition pavillonnaire, je l'ai vu. C'est une auteure de chez Phébus, enfin pas chez Phébus, mais de Libella, qui est vraiment très très sympathique et tout ça. Il se trouve que à une présentation, voilà, excellent bouquin, je vous le conseille, La condition pavillonnaire. Sophie Divry, donc jeune femme épatante, très, très talentueuse, etc., fait ce livre qui est vraiment bien, vraiment bien. Et elle, Sophie Divry, si elle a 30 ans, c'est bien tout. Et elle parle de... je fais cette référence-là parce que la première fois que j'ai parlé de l'affaire des vivants, c'était pour une présentation de la rentrée littéraire à l'Arald à Lyon. On était par binôme les auteurs et j'étais avec Sophie Divry et donc j'ai fait cette référence là parce qu'elle était là, mais je la reproduis à chaque fois parce que je trouve qu'elle convient bien. Elle explique bien le propos. Sophie Divry, elle a reconstitué une période, les années 60, qu'elle a absolument pas connue, mais il viendrait à personne de dire La condition pavillonnaire roman historique.
pourtant, elle a C'est fait trop récent. Bah oui, mais le boulot, Oui, elle a c'est fait le un même boulot Non, parce que exactement c'est mon travail, comme moi. ouais. Quoi. Ouais. Elle a fait le même boulot que moi. Mm. Elle est allée chercher dans les documents, dans les, voilà, les films, etc. Qu'est-ce que c'était que les années 60 ? Elle n'en sait rien. Et voilà, et moi le 19e, j'ai pas plus de. Enfin, ni plus ni moins d'éléments qu'elle en a eu, elle, pour le Ouais, reconstituer ses années 60. On trouve Donc, plus de témoignages. et parce que c'est récent, on ne Oui. parle pas Et on connaît des gens qui de récits de romans historiques. Pierre Donc, Lemaître moi, disait ça, disait un peu la même chose que vous, pour avec son son Au dernier revoir, roman, là. Au revoir, là-haut, ouais. qui se D'accord. passait pendant la guerre de 14, Ouais, et ouais, qu'il n'était ouais. pas historien, et Ouais, que- ouais, ouais. mais bon, comme ça se passe pendant la guerre de 14. Oui, on est C'est bien un obligé. auteur de polar au départ. Oui, bien sûr, ouais, je comprends. Mais Ouais, on est bien obligé, et puis Mais bon, pour il le a fait de la recherche comme nous proposer, aussi. voilà, assez rigoureuse. de parler du genre et donc du Oui. roman historique. Mais en fait, c'est-à-dire, j'ai peur, il me semble que ça réduit le truc. C'est pour ça que j'ai plutôt commencé par ça pour aller Ouais, ailleurs après, parce qu'effectivement, sur la forme, ça reste un roman historique. Oui, mais on ne peut pas l'appeler ça, autrement. ça bien n'est sûr. que le vecteur de, Voilà. voilà, de ce que vous, Ouais, de ce que vous ouais, passez, de ouais. la puissance romanesque qu'il y a derrière. Enfin voilà, ça. Ouais. Et moi, je voudrais pas être catalogué auteur de roman historique, vous avez bien compris. Ouais. D'ailleurs, le prochain. Alors, on sait tous que vous êtes un auteur de SF post-apocalyptique. Voilà, le précédent était un roman de SF, donc voilà. Oui, ça peut. L'humain, ça a été les seuls à le rappeler d'ailleurs, Ouais. que j'écris aussi de la SF. Christian Chavatieux, merci. Merci Karine. Merci à vous. Non, merci d'être venu.